Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à ce nouveau numéro de l'entretien. Je vous le rappelle, l'entretien est le magazine L'Espace d'expression qui est dédié aux chercheurs, aux créateurs, aux intellectuels, aux penseurs. Aujourd'hui, le droit immobilier et le guide pratique de la copropriété au Sénégal, ce sont les thèmes qui seront abordés au cours de ce numéro de l'entretien. Notre invité qui nous en parlera est un franco-sénégalais, il est avocat, il a participé à plusieurs réformes en droit immobilier du Sénégal. Il s'appelle Franck Zeytoun. Maître, bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Sadakan, c'est moi qui vous remercie et qui remercie la chaîne de m'avoir invité. Alors, vous êtes avocat, expert en droit immobilier. Qui est votre passion en fait? Exactement. En fait, quand j'ai démarré dans le métier, il y a 30 ans, exactement le même âge que la loi de 88 sur la copropriété d'ailleurs, Oui. coïncidence ou pas, mon premier client était un administrateur de biens à Paris. Et donc, je dis toujours que ce n'est pas tellement les études qui comptent, ce n'est pas tellement le diplôme qui compte, c'est plus l'expérience de terrain. Le diplôme permet de rentrer dans une profession, mais c'est souvent votre premier client qui va vous donner votre chance. Et je le remercie parce que j'en suis à la 3e génération. À l'époque, c'était la grand-mère. Après, j'ai travaillé avec son fils. Et aujourd'hui, je travaille avec le petit-fils. Et donc, c'est cette famille-là qui m'a permis, en effet, de m'intéresser à la copropriété. Parce que dès 1988, j'ai commencé donc à m'intéresser à cette matière. Et c'est toujours pareil, quoi. Plus on rentre dans un domaine et plus on s'aperçoit qu'on ne connaît rien. Oui. Alors, très bien. Donc, ça fait 30 ans que j'en fais et c'est une vraie passion, bien sûr, que je tente de faire perdurer encore aujourd'hui. Voilà, vous êtes avocat au barreau de Versailles. Oui. Et vous avez pris part aux travaux justement sur la réforme du droit immobilier au Sénégal. Oui, enfin, il faut rester très modeste, Oui. en petite partie. Oui. Mais c'est vrai qu'on m'a fait l'immense honneur, eu égard à ma spécialisation, donc de participer à plusieurs reprises donc, à certaines réformes qui étaient en cours, alors notamment à l'occasion du nouveau code de la construction en 2009 et pour la partie législative et en 2010 pour la partie réglementaire. J'ai participé donc à certains articles, à la rédaction de certains articles qui réglementaient enfin la profession de syndic. Car chose curieuse, alors qu'on parle du syndic qui gère quand même la copropriété, donc c'est un organe important, dans la loi de 88, la profession n'était pas réglementée jusqu'à 2010. Donc depuis 2010, en effet, il y a certains articles qui imposent, comme en France, des conditions de moralité, c'est-à-dire pas de casier judiciaire, des garanties financières, une assurance professionnelle, et puis des aptitudes, avoir fait des études de droit, ou être un avocat, huissier, un professionnel de l'immobilier, ou avoir justifié d'une expérience, un administrateur dans ce domaine-là, vous voyez. Donc c'est la fin, en tout cas, de cette possibilité qui était ouverte à n'importe qui d'être syndic professionnel de copropriété. Voilà. Alors vous êtes avocat. Alors j'aimerais que vous me racontiez, parce que vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on commence cette émission, comment vous êtes franco-sénégalais, vous avez un pied au Sénégal, n'est-ce pas? Vous êtes copropriétaire au Sénégal. Oui. Et c'est cela qui vous a amené à vous intéresser à cela en fait. Tout à fait, tout à fait. Comme je vous le disais, encore une fois de plus, c'est le terrain quoi, qui compte. Hein. Oui. C'est le terrain. Hein. Donc là, c'est grâce à mon épouse, en fait, je ne connaissais pas le Sénégal, qui m'a proposé au tout début, hein, ça remonte à bien longtemps, ça ne me rajeunit pas, donc ça fait presque 30 ans, de venir à Saly. Alors Saly, à l'époque, pour ceux qui ne l'ont pas connu, était une charmante station, c'était un petit paradis, il n'y avait que quelques hôtels, une très jolie plage, longue, parce qu'il n'y avait pas encore l'érosion côtière. Oui. Je me souviens qu'on se brûlait les pieds pour aller se baigner, vous voyez, c'est pour vous dire, hein, il y avait beaucoup de sable à l'époque. Et puis, on a tellement aimé cet endroit qu'on y est revenu l'année d'après. Et là, à notre grande surprise, on a vu un panneau, première copropriété, il y avait une villa témoin. Et on s'est dit, on aime ce pays, on a même eu un coup de foudre, qu'est-ce qu'on risque? Allons-y, on viendra passer nos vacances au Sénégal. Et d'ailleurs, la plupart de nos vacances, 90%, sont passées au Sénégal depuis cette acquisition. Ça remonte à 1994 hein, déjà. Et au fur et à mesure, forcément, puisqu'on est devenu copropriétaire, et étant avocat, je me suis intéressé aux lois qui régissaient la copropriété. J'ai cherché des documents
et j'ai découvert qu'il y avait en effet une loi, la loi du 16 juin 1988 sur la copropriété des immeubles bâtis au Sénégal, mais il n'y avait pas de décret d'application. Donc il y avait un vide, quoi. Il y avait un vide, car une loi sans décret d'application n'est pas appliquée. Oui. Donc j'ai interrogé des confrères, ça a été l'occasion pour moi de nouer des liens avec des confrères du barreau du Sénégal, avec des magistrats, et il m'a dit oui, c'est vrai, on travaille actuellement toujours avec les codes d'Alloz, et c'est-à-dire qu'on applique finalement ce qui est un peu fou, les jurisprudences et la loi française, celle de 1965, et le décret d'application de 67. Et ça m'a choqué. Oui. Mais dites-moi alors, Ça m'a choqué, donc quand j'ai tu dit, il y a travailles peut-être comme quelque ça, chose à faire, quoi. oui, est-ce que ça ne crée pas une certaine confusion, travailler en même temps sur la loi sénégalaise et sur la loi la réglementation française? Bien, écoutez, à l'époque peut-être, Oui. parce que si les seuls ouvrages qui étaient à la disposition des praticiens étaient les ouvrages français, Ouais. peut-être, mais j'étais pas là pour le voir, hein, puisque je n'avais pas eu l'occasion de voir des jugements ou des arrêts de cour d'appel à cette époque-là, puisque moi j'ai commencé à m'intéresser à la question bien après. Mais peut-être, oui, peut-être, mais le juge, vous savez, ici, c'est pas toujours facile pour lui, hein. Quand je parle avec des magistrats, il n'a pas toujours à sa disposition, comme en France, des bases de données informatiques, des livres. Enfin, le travail du magistrat ici n'est pas évident au niveau de la base de données pour donner des jugements et des arrêts toujours fiables. Alors bon, de fil en aiguille, est venu, j'ai eu cette opportunité, ayant fait la connaissance de Serigne Diop, qui est devenu un ami, Oui. de faire cet ouvrage. Et il y a eu d'abord un décret d'application qui est donc sorti le 15 février 2002. Oui. Et Serigne Diop m'a fait l'honneur d'ailleurs de faire la préface de ce guide pratique que j'ai fait à l'époque tout seul, hein, à compte d'auteur comme on dit, qui reprend les grandes lignes de la loi, du décret, et qui explique les différences justement pour éviter les confusions avec la loi française. Car contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, il y a beaucoup de ressemblances mais aussi beaucoup de différences. Oui. Alors, Voilà. alors, avant qu'on avance, Maître Franck Zaitoun, sur ce point-là, avant donc, même pas, et la fonction de syndic n'existait même pas. Non. Alors, Enfin, n'était pas réglementé. Oui, N'était pas mais réglementé. oui. Oui. Donc ça a dû créer beaucoup de dysfonctionnements, peut-être même pire. Oh oui, oh oui. Alors ça, je peux vous donner pas mal d'anecdotes. Il y avait à l'époque donc des personnages. Parce que le rôle du syndic est important. Ah oui, oui, si vous voulez, je vais dire en Oui. deux mots, c'est l'organe exécutif du Oui. syndicat des copropriétaires. Voilà. C'est-à-dire que quand on décide d'acheter un appartement ou une villa individuelle en copropriété, la règle, en fait, c'est qu'on est en collectivité et qu'on est obligé donc de payer des charges pour les dépenses de fonctionnement. Ça peut être les gardiens, ça peut être l'électricité des parties communes, ça peut être à l'époque le loyer qu'on payait à la SAPCO, ça peut être l'eau. Voilà, il y a donc des charges. Qui recouvre ces charges? Le syndic. Donc c'est lui qui a toute la trésorerie. Et donc à l'époque... On se demande bien comment ça a marché Ah non, sans... mais c'est terrible. C'est terrible. Alors si vous rajoutez en plus le fait qu'un syndic a le droit de faire un appel pour ce qu'on appelle un fonds de roulement, c'est-à-dire une avance permanente de trésorerie, Oui. pour pas que les copropriétaires soient à découvert s'il y a des gros travaux à faire, il peut, s'il se retrouve syndic de plusieurs copropriétés, détenir plusieurs centaines de millions de francs CFA. Et malheureusement, à l'époque, comme ce n'était pas réglementé, ça a attiré des voyous de tous bords, Ah oui. même de l'étranger, qui, avec beaucoup d'habileté, du charisme, arrivaient à aller voir les personnes, les convaincre de leurs compétences. Ils pouvaient d'ailleurs être parfois compétents, mais avec un but évident, c'est, après avoir obtenu la confiance des copropriétaires, de partir avec la caisse. Ce qui est arrivé plusieurs fois. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne dis pas que ça n'arrive plus, mais ça doit être beaucoup plus rare, puisque avant de pouvoir exercer, il faut donc remplir aujourd'hui des conditions qui sont réglementées et dont le non-respect peut entraîner des sanctions pénales. Oui. Alors, c'est le premier livre que nous avons montré, là, Maître Zaitoun, le guide pratique de la copropriété au Sénégal. Oui. Les textes, les commentaires, la jurisprudence, conseils pratiques et en annexe une table de concordance
entre la législation française et sénégalaise. Oui. Vous avez sorti ce deuxième guide, Oui. alors pour compléter sûrement, mais là c'est toujours la deuxième édition, texte, commentaire et la jurisprudence française est remise à jour. Oui. Et vous indiquez, préfacé par Souleymane Kane, qui est conseiller à la Cour suprême du Sénégal, directeur du service de documentation et d'études. Donc ça vient compléter ce que vous avez fait. C'est la suite, c'est pas une réédition, c'est Si. la deuxième édition. Oui, C'est-à-dire que la première édition a été rédigée en 2006 Oui. et a été publiée, comme je vous le disais, à compte d'auteur en 2007. Vous voyez l'épaisseur du livre. oui, Voilà. Hein. Vous voyez la deuxième édition. oui. Voilà. Donc, évidemment, il s'est écoulé 10 ans entre la rédaction, voire 11, entre la rédaction de ces deux livres, tout simplement parce que le paysage sénégalais n'a plus rien à voir en termes de copropriété. Oui, c'est ça. Oui. N'importe qui se promène dans Dakar est capable de voir le nombre d'immeubles, magnifiques d'ailleurs, hein, qui se sont érigés et d'une qualité. N'importe qui prend la route se retrouve sur cette autoroute. On continue en allant vers l'aéroport qui a ouvert au mois de décembre. Et on passe par le pôle de Diamniadio avec également beaucoup d'immeubles. Donc la copropriété a connu un boom Énorme. énorme. La copropriété a connu évidemment un boom énorme parce que c'est lié au terrain. On peut faire beaucoup plus de logements sur un terrain de 1000 mètres carrés, évidemment, que si on fait qu'une seule villa. Oui. Voilà. Donc c'est lié aussi, bien sûr, au fait d'avoir un terrain, une assiette foncière qui permet de faire plus de logements, mais c'est aussi, je pense, un mode de vie en commun qui peut plaire à certains aussi. Hein. Vous savez, c'est pas la maison individuelle a ses avantages, la liberté totale, des inconvénients, c'est-à-dire qu'on est seul pour faire face à toutes les dépenses, Oui. même on est obligé de se doter d'un gardien, pourquoi pas. Quand vous êtes en copropriété, toutes ces dépenses-là, vous les mettez en commun, et puis ça devient comme un petit village, quoi. On se fait des amis, si on a un problème, vous avez le voisin d'à côté qui peut vous aider, qui peut venir vous apporter, ça peut créer des liens. Donc ça, quand même, indépendamment, si vous voulez, de l'utilité économique, c'est aussi un lien social. Oui. Il peut y avoir aussi des inconvénients, on en parlera plus tard. Mais oui. d'abord, si vous Oui, comme demandez, tout. Maître Franck Zeytoun, de nous définir la copropriété. La copropriété, je ne peux pas faire mieux que de vous lire l'article 1er de la loi de 88. La présente loi régit tout immeuble ou groupe d'immeubles bâti dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes physiques ou morales par les lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de partie commune. On va peut-être faire un petit arrêt sur le premier alinéa. Oui. Alors, que dit la loi ? La loi, donc, il faut déjà que ce soit bâti. Vous voyez ? Il faut donc que ce soit un immeuble ou une résidence bâtie. D'accord ? Ou un groupe d'immeubles, puisqu'il y a aussi, on le sait, des très très grosses copropriétés avec bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C. D'accord ? Donc ça, c'est la première notion. Dans cet immeuble, dit la loi, il y a des parties privatives. Donc dans cet immeuble, ce sera les appartements. Okay, et des parties communes. Alors les parties communes, dans le silence du règlement de copropriété, la loi présume parties communes. Alors, les couloirs d'accès, bien sûr, les couloirs qui vont desservir. Si c'est dans une résidence, ça va être les allées de circulation. Ça peut être les jardins. Si c'est dans un immeuble, ça sera l'ascenseur. Ça sera les équipements communs. Il peut y avoir la loge du gardien, par exemple. Voilà. Voilà ce qui va appartenir en indivision à l'ensemble des copropriétaires. Et quel code-part avez-vous ? Ça dépendra de votre appartement. Si vous avez un appartement, si on est chanceux, de 200 mètres carrés avec vue sur la mer, vous allez avoir beaucoup de millièmes ou de tantièmes. C'est normal. Ils sont fixés en fonction de la valeur de l'appartement, de la surface, de l'ensoleillement, de l'étage. Voilà. Et si c'est dans une résidence, si vous êtes en front de mer ou au fond, en fonction. Voilà comment on fixe, si vous voulez, la quote-part, ça s'appelle les millièmes, les tantièmes, donc, qui vous donne le droit de vote en Assemblée générale. Eh bien, vous êtes copropriétaire avec les autres, en fait, à hauteur de cette quote-part de tantièmes et de millièmes
fixé en fonction de la valeur de votre appartement, c'est ce que je disais, de sa surface. Ça s'est fait C'est-à-dire au moment. vous avez une voix plus prépondérante que Ouais, la leur. exactement. Cela, hein? Ce qui est normal d'ailleurs, puisque vous allez acheter l'appartement plus cher. Donc en assemblée, ça va vous donner des millièmes supérieurs à celui qui a un petit appartement. Voilà comment ça marche. Donc on comprend bien que vous êtes dans votre appartement, c'est les parties privatives, ça s'arrête au mur, et vous êtes en indivision, Oui. en ayant une quote-part déterminée sur les parties communes. C'est ça qui caractérise vraiment la copropriété. Alors, la difficulté parfois, c'est la cohabitation. Et sur ces parties qui appartiennent à tout le monde, on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Là, c'est l'article 9. L'article 9 de la loi de 1988 dit bien entendu qu'on a le droit de jouir de ces parties privatives, bien sûr, et aussi de ces parties communes, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres propriétaires. Bon, c'est tout simplement l'application du bon savoir-vivre. Hein. La liberté de l'un commence là où s'arrête la liberté de l'autre. Hein. Ce n'est que l'application de cet adage bien connu. Donc, si vous êtes un amateur de reggae et que vous voulez mettre du Bob Marley jusqu'à 3 h du matin à fond la caisse, oubliez la copropriété. Hein. C'est pas pour vous. Hein. Il vaut mieux aller en maison individuelle. Hein. Maintenant, si vous êtes respectueux et que vous mettez votre casque ou que vous mettez la musique à un niveau sonore tout à fait correct pour les voisins, vous êtes bien le bienvenu dans un immeuble en copropriété. Là, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, et puis, vous avez parlé tout à l'heure de la copropriété verticale, mais Ouais. ça peut aussi être constitué de maisons individuelles. Voilà, ça c'est la copropriété horizontale. Oui, Horizontale. donc Mais le principe est le même. le principe est le même. Voilà. Sauf qu'il n'y aura pas d'ascenseur dans une. Oui. Et oui, Par et puis définition. évidemment, Ouais. des copropriétés, on en parle dès lors qu'il y a 2 propriétaires ou plus en présence. Alors, je vous remercie d'avoir lu mon livre. Ça, Oui. c'est bien. N'est-ce C'est pas? exactement ça. Oui. À quel moment naît une copropriété? C'est cela. Ça, c'est la question fondamentale que se posent beaucoup de juristes devant la Cour de cassation. Oui. Eh ben, la copropriété, vous avez au départ quelqu'un, par définition, qui possède la totalité. Oui. D'accord? Soit c'est un héritier chanceux, par exemple. Qui sait? ça peut arriver, hein? Un héritier chanceux. Bon, ça peut être aussi un investisseur. promoteur, voilà. Il possède l'ensemble. Oui. Et il décide donc de faire une copropriété, Oui. c'est-à-dire une division de sa propriété. C'est cela. Bon. Eh bien, dès lors qu'il a construit sur cet immeuble ou sur ce terrain un deuxième lot et qu'il y a des parties communes, c'est là que naît la copropriété, à partir donc de la première vente. Il n'est plus tout seul, il est avec quelqu'un d'autre. Oui. Voilà. Et puis après vient le troisième, le quatrième, etc., qui va nécessiter une organisation. C'est ce qu'on appelle l'assemblée des copropriétaires. Oui. Oui. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs acteurs, justement, dans cette copropriété. Les acteurs de la copropriété sont les suivants. Petit 1, les copropriétaires en premier lieu. Oui. Ah oui, c'est normal, c'est eux qui ont payé, c'est eux qui sont au point de départ. Donc il ne faut jamais oublier que les copropriétaires se réunissent une fois par an en assemblée de copropriétaires. C'est le premier acteur de la copropriété parce que c'est au cours de cette assemblée, où chacun va pouvoir voter en fonction donc, de ses tantièmes, que vont être prises des résolutions. Alors, exemple, au bout d'un moment, il y a des travaux peut-être à faire, des travaux d'entretien en raison de la vétusté ou des travaux rendus obligatoires par des nouvelles lois, par exemple. Voilà. Donc, ils vont voter, c'est très très important, ou donner procuration, à qui ils veulent d'ailleurs. On n'est pas obligé d'être copropriétaire pour aller aux assemblées. Hein. Ils peuvent donner procuration à un ami ou à un copropriétaire s'ils le veulent pour les représenter, parce que tout le monde ne peut pas aller dans les assemblées, soit pour raison professionnelle, soit si c'est dans un autre pays. Vous voyez ? Et les résolutions, une fois adoptées, ont la même valeur que le règlement de copropriété. C'est-à-dire, en fait, au départ, quand vous venez chez un notaire pour acheter une maison ou un appartement, le promoteur a l'obligation d'annexer à votre acte de propriété le règlement de copropriété qui, comme son nom l'indique, va définir toutes les obligations que vous avez en achetant dans cette copro. Il va d'abord dire combien il y a de lots. Voilà, je ne sais pas, 100 par exemple. À côté de chaque lot, vous aurez le nombre de millièmes que vous achetez. Ce qui fait que vous savez quel sera votre droit de vote si vous achetez le lot 1 ou le lot 5, etc. Voilà. Donc ça s'appelle le règlement de copropriété avec l'état descriptif de division. La division, c'est la division, vous avez bien compris, de la propriété en plusieurs lots. Voilà. Oui.
Et à la suite de ce règlement de copropriété, il y a la vie de la copro qui commence. Et il y a la première assemblée qui doit se tenir, et la deuxième, et la troisième, puisqu'il y en a minimum une par an. Et c'est au cours de cette assemblée que les résolutions sont prises en fonction d'ailleurs de différentes majorités. La majorité la plus simple, c'est la majorité de l'article 24, c'est-à-dire la majorité des personnes présentes ou représentées ce jour-là. Vous voyez ? Bon, par exemple, pour approuver les comptes, les dépenses, voilà. C'est vraiment la majorité la plus fréquente. Et puis, il y a une majorité qui s'appelle la majorité de l'article 25 de la loi de 88. Cette majorité-là, c'est pour élire un syndic, donc c'est très important. Vous voyez ? Et là, c'est 50% plus 1 des millièmes. C'est-à-dire, si c'est 10 millièmes, ça doit être 5000 millièmes plus 1. Vous voyez ? Donc c'est la majorité, non pas des personnes présentes ou représentées, mais la majorité plus 1, 50% plus 1, du total des millièmes de manière arithmétique. C'est la même majorité pour élire les membres du conseil syndical. Je vais en parler juste après. Et c'est la même majorité pour certains travaux. Et puis après, vous avez la majorité de l'article 26, qui est la majorité renforcée. C'est la majorité des 2/3. Là, c'est pour les décisions vraiment graves. Vous voyez, si vous voulez vraiment apporter des changements dans le fonctionnement même de la copropriété, voilà, des changements importants, là, il faut... Et puis, il y a l'unanimité aussi dans certains cas, en cas de travaux d'amélioration, ou si vous voulez carrément changer le règlement de copropriété. Là, il vous faudra vraiment l'unanimité. Donc, autant dire que quand on est syndic, il faut bien connaître toutes ces règles. On ne peut pas faire des votes en mettant n'importe quelle majorité. Il y a des majorités qu'il faut bien connaître, qui sont d'ailleurs pour chacune des questions inscrites dans mon livre. On voit qu'il y a de nombreux acteurs, n'est-ce pas ? Oui. Alors le syndic, le syndic, c'est l'organe exécutif du syndicat. Donc, on a bien vu, les copropriétaires, c'est le premier acteur en assemblée. Voilà, c'est eux qui prennent les décisions. Et un petit peu comme un directeur d'hôtel, si vous préférez, il y a quelqu'un qui est là pour exécuter. Alors attention, ce n'est pas un salarié. Le syndic n'est pas un salarié. C'est un mandat. On lui donne un mandat. Voilà. Donc, ce mandat peut être bénévole, c'est ce qu'on appelle le syndic bénévole. C'est quand vous décidez, parce que c'est une petite copro, voilà, tranquille, quoi, bon père de famille, d'élire comme syndic un copropriétaire. C'est souvent quelqu'un qui habite là à l'année, qui adore sa copro, qui se dévoue beaucoup et qui a une certaine compétence quand même, voyez. Donc ça peut être un copropriétaire. Alors attention, le mot syndic bénévole ne veut pas dire que ça implique la gratuité. Les copropriétaires peuvent très bien quand même, parce que ça prend du temps, lui verser une rémunération mensuelle. Mais ça désigne la notion de syndic non professionnel. Et à côté de ça, vous avez les syndics professionnels qui sont pas copropriétaires, qui ont une structure. En général, c'est des agences immobilières. Voilà. Et donc, là, si vous voulez être syndic professionnel, c'est réglementé depuis 2010, on l'a vu tout à l'heure, et le syndic a 3 obligations essentielles. Des obligations administratives, c'est lui qui va gérer toute la paperasse, on va dire, de la copropriété, tenir les registres des assemblées, délivrer à certains membres du conseil syndical des copies s'ils en font la demande. Donc il y a la partie administrative. Il y a la partie comptable qui est la plus importante. Donc c'est bien lui qui va faire les appels de fonds pour payer les factures, les dépenses communes. Donc c'est grosso modo dans toutes les copros, on fait un appel de fonds par trimestre. Donc vous en recevez un 4 fois par an, mais il peut y avoir des dépenses exceptionnelles. Donc, et en fin d'année, il présente ses comptes. Il a un rôle primordial dans la vie de la copropriété. Ah oui, c'est l'organe exécutif. Oui. Et le troisième volet, bien sûr, c'est le volet technique. C'est-à-dire, le syndic doit pourvoir à l'entretien et la conservation de l'immeuble. Donc si jamais il y a des parties communes qui se dégradent, j'ai bien parties communes, il n'a pas à se mêler des appartements, enfin, il a l'obligation immédiatement de faire des devis et de faire procéder aux réparations qui s'avéraient nécessaires, sinon il engagerait la responsabilité du syndicat. Oui. Voilà, alors, grosso modo, les 3... Alors, malgré cette organisation, malgré ces nombreux acteurs, il y a quand même des problèmes, comme je disais tantôt, qui existent dans la copropriété. Bien sûr. Parce que, comme dans toute cohabitation, il peut y avoir des frictions, des choses qui ne vont pas, des choses sur lesquelles les avis peuvent être différents, ou bien même de mauvais
copropriétaires. Par exemple, quand on fait quelque chose et qu'on doit payer et que des gens ne contribuent pas à cela. Alors ça, c'est l'article 10. L'article 10 de la loi dit bien que chaque copropriétaire est obligé de contribuer au paiement des charges. C'est l'obligation essentielle quand on accepte de rentrer dans une copro. Alors là, ça pose problème parce que la copropriété étant une notion relativement nouvelle au Sénégal, il y a des personnes qui achètent en copropriété et qui ont du mal à intégrer cette notion. C'est-à-dire, ils sont dans une copro, mais ils ont l'impression d'être en individuel. Donc on a beau leur faire des lettres, des mises en demeure, il n'y a rien à faire, ils ne comprennent pas, ou ils font semblant de ne pas comprendre. Ils ne veulent pas payer des charges, ou ils ne veulent pas ne pas faire de bruit. Enfin voilà, il y a des personnes qui sont hermétiques à la loi. Alors on dit toujours, ce n'est pas la loi qui pose problème, c'est l'application de la loi. Alors que prévoit la loi sur la copropriété? Il y a plusieurs articles qui en parlent, mais bon, notamment, c'est l'article 15. L'article 15 de la loi permet évidemment au syndicat d'agir en justice. Le syndicat représenté par son syndic. Alors, la loi est bien faite. Tant que c'est le recouvrement des charges, comme c'est quelque chose d'essentiel, vous n'êtes pas obligé de demander une autorisation en assemblée au propriétaire. Le syndic doit le faire de lui-même. Il demande directement. Il le fait directement, il fait une mise en demeure, et si la mise en demeure est infructueuse, il prend un avocat de son choix et il peut déposer une requête en injonction de payer ou une assignation en référé ou au fond, comme il le souhaite. S'il désire vendre... Donc on peut contraindre le mauvais payeur oui, à bien sûr, quoi. Bien sûr. Attention aux mauvais payeurs. On peut gagner du temps, mais la sanction est énorme. Pourquoi? De toute façon, l'argent sera payé un jour ou l'autre. Vous savez pourquoi? Non. Eh ben, je vais vous le dire. L'argent sera payé un jour ou l'autre parce que soit si l'avocat fait une procédure au fond, une assignation, et qu'il obtient un jugement qui devient définitif, à partir de là, on a le droit de faire ensuite une saisie immobilière du lot. D'ailleurs, le syndicat a une garantie légale, c'est prévu par la loi. Il peut prendre une hypothèque déjà sur le lot en attendant l'issue de la procédure. Ça s'appelle la garantie légale du syndicat. Soit il devient un petit peu le mouton noir dans la résidence, tout le monde le monte du doigt parce qu'il ne paye pas, et il en a marre, il décide de vendre. Et que prévoit la loi? La loi prévoit qu'il ne peut pas vendre sans avoir eu un quitus du syndic sur le paiement de ses charges. Et le notaire, d'ailleurs, lui-même, qui va procéder à la vente, il est coincé. Donc, finalement, c'est reculer pour mieux sauter, d'autant plus que ça va générer des intérêts, des frais de procédure, etc. Donc, bon, il vaut mieux le savoir, c'est l'occasion qui m'en est donnée aujourd'hui, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Et le notaire, au moment où il reçoit donc cette personne-là avec un acquéreur, a l'obligation de notifier au syndic le projet d'acte de vente pour permettre au syndic de répondre si justement il y a des arriérés de charges. Et donc, à partir de là, le syndic, c'est très intéressant, sans même prendre un avocat, il a le droit de faire opposition sur le prix de vente à hauteur des arriérés de charges. Et le notaire est obligé. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de passer outre. Alors, vous voyez pourquoi j'insiste sur ça, c'est intéressant. Sur ce point-là, Maître Franck Zeytin, parce que, évidemment, la copropriété se développe de plus en plus. Vous avez dit racheter des terrains, bon, c'est vu un peu comme dans le village, mais quand même, tout le monde n'est pas bon habitant, c'est ça. Et combien de fois on voit dans la presse des gens qui se plaignent de mauvais copropriétaires, par le bruit, par d'autres nuisances. Donc c'est important ce point-là de savoir que la loi permet de régler cette question-là, cet inconvénient-là. Bien sûr. Alors ça, c'est sans aucune autorisation de l'Assemblée, comme je vous l'ai dit. Maintenant, si c'est pour tout autre problème, alors quels sont les problèmes les plus fréquents qu'on recense en matière de jurisprudence, en France et au Sénégal? C'est le bruit, bien sûr. Quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, c'est pas acceptable. Alors, comment lutter contre ça? Vraiment, c'est un fléau, disons-le tout de suite. C'est un fléau, surtout en ville. Surtout en ville. Bon, évidemment, il y a la législation nationale, c'est-à-dire les nuisances sonores, les nuisances nocturnes. Vous pouvez, n'importe qui a le droit de déposer plainte et de prévenir la gendarmerie. Donc ça, c'est sans passer par le syndic. Mais vous avez aussi, bien sûr, le syndic qui reçoit toute réclamation d'un copropriétaire. Alors là, j'ai un exemple qui me revient souvent. C'était un appartement au premier étage, au-dessus d'un restaurant. Bon, tant que c'est un restaurant, ça va. Mais de plus en plus souvent, maintenant, il y a des restaurants qui font des soirées, événements.
Oui. avec 10 jockeys, etc. Et donc le pauvre, il n'en pouvait plus, quoi. Régulièrement, le samedi, en bas, juste en bas de son appartement, Oui. il avait des soirées techno avec... Bon, ça, ce n'est pas possible. Voilà, vous voyez, et à partir de là, on a tout à fait le droit de prévoir à l'ordre du jour une assemblée générale qui va engager la responsabilité donc, de ce restaurant, qui souvent sera locataire d'ailleurs. Oui. Ah oui, très souvent le restaurant dira, mais attention, moi je ne suis pas le propriétaire, hein, moi, la personne qui m'a loué ce restaurant, il ne m'a rien dit. Eh bien, la personne qui a loué ce restaurant, il est copropriétaire, il doit respecter le règlement de copropriété. Oui. Le bailleur qui ne fait pas respecter le règlement de copropriété et les assemblées par son locataire, Oui. et qui cause préjudice aux autres copropriétaires, engage ses responsabilités. Alors, ici les locataires, alors dans la copropriété, on permet la sous-location, c'est cela? Oui. Non, la location. C'est ce que vous dites, la location. La location, carrément. oui. Oui, on peut être propriétaire occupant ou non occupant. Oui. Ah, oui. Si vous êtes occupant, c'est votre appartement ou Oui. votre maison, Oui. mais vous pouvez très bien faire du locatif. Oui, c'est ça. Voilà. Si vous en avez les moyens, vous pouvez acheter des villas, des appartements, uniquement pour les louer, mais vous habitez ailleurs. Oui. Bon, eh bien, vous avez l'obligation, quand vous louez, c'est une obligation, Oui. de remettre à votre locataire le règlement de copropriété et pourquoi pas le règlement intérieur s'il y a, pour que le locataire n'ignore pas quelles sont les choses interdites. Oui. Je vais vous donner un exemple très concret. Oui. Vous vous souvenez qu'il y a eu une série d'incendies à Saly parce qu'il y avait des résidences avec des toitures en paille Oui. et que malheureusement, il y a eu des incendies qui ont provoqué des brasiers en vérité, puisque le feu se transmettait d'une maison à une autre à cause du vent. Hein. On s'en souvient, je crois que c'était en 2009. Bon. Dans beaucoup de règlements intérieurs, maintenant, il est marqué qu'il est formellement interdit d'avoir un barbecue. Un barbecue, parce que la moindre étincelle qui peut partir sur une toiture en paille a des conséquences énormes, parce que vous pouvez avoir un défaut d'assurance. À l'occasion de ces incendies en chaîne à Saly, d'ailleurs, il y a eu des changements de loi qui se sont faits, qui ont parfois imposé, sinon vous n'étiez plus assuré, hein, de faire une toiture en dur. Ah oui, ça peut aller jusque-là. Donc il faut bien comprendre que la copropriété est évolutive, parce que la loi, c'est bien, elle prévoit, si vous voulez, un cadre, mais tout le reste, c'est pour ça qu'il est nécessaire de remettre à jour tout le temps, et d'où mon livre d'ailleurs, Oui. il y a des adaptations qui sont rendues nécessaires au fur et à mesure qu'arrive une catastrophe. Oui. Voilà. Et vous dites que la jurisprudence aussi aide beaucoup à Elle est essentielle. améliorer, n'est-ce pas? Elle est essentielle. Oui. La jurisprudence va commenter les articles de loi. S'il y a bien une matière dans laquelle la jurisprudence a un rôle essentiel, c'est vraiment dans la copropriété. Oui. Alors, Maître Zaitoun, quel peut être dans cette réglementation qui est nécessaire à toute vie commune, n'est-ce pas, quel rôle l'État peut jouer? Parce que là, jusqu'à présent, vous dites, bon, les gens s'organisent dans la copropriété. Évidemment, il y a la loi, il y a la réglementation, Oui. mais l'État. L'État, déjà, c'est lui qui, par définition, promulgue les lois au départ. Oui. Bon. Donc l'État a un rôle essentiel, parce que déjà, si l'État, en 2002, n'avait pas promulgué le décret d'application, on serait dans un no man's land, un vide juridique. Donc déjà, l'État, enfin, les députés après, hein, bien sûr, l'Assemblée nationale, a un rôle essentiel. Bon. Ensuite, il n'y a pas que les lois sur la copropriété. C'est-à-dire que vous avez aussi des lois spécifiques, en France hein, en tout cas, hein, ici aussi sans doute, qui vont réglementer des matières un peu techniques. Par exemple, la loi sur les antennes paraboliques, la loi sur des matériaux qui peuvent être dangereux, comme l'amiante en France, etc. D'accord ? Qui vont avoir des conséquences immédiates sur la copropriété. Donc là aussi, c'est le rôle du législateur. Oui. Au fur et à mesure qu'on découvre qu'il y a des problèmes qui peuvent être des problèmes de danger pour la sécurité des biens et des personnes, des matériaux dangereux, des nuisances. Il y a beaucoup de contentieux hein, avec les antennes paraboliques pour les téléphones portables en France. Hein. Et pourtant, les opérateurs demandent à pouvoir poser ces antennes, souvent sur les immeubles. Donc on s'aperçoit que c'est là que l'État intervient pour essayer de, si vous voulez, de conjuguer à la fois la nécessité du progrès technique avec la sécurité de la santé des occupants. Voilà.
c'est le rôle du législateur, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle des conseillers techniques de faire en sorte que cette cohabitation entre parfois des intérêts qui peuvent être contradictoires puisse se faire dans les meilleures conditions. Et à défaut, le juge, s'il n'y a pas de... Alors, vous avez dit tout à l'heure que, évidemment, on va vers le développement de la copropriété parce que le terrain n'est pas extensible, donc il faudra qu'on construise de plus en plus en hauteur, n'est-ce Oui, pas? oui, bien sûr. Et évidemment, et ça pose le problème du foncier, hein, l'immatriculation, parce qu'il faut que ce soit sur des terrains, on construit sur des terrains sur lesquels personne ne peut plus tard venir faire des réclamations. Vous avez raison. Alors, mais vous me disiez que seulement 20% des terres sont immatriculées. Bon, c'est pas moi qui le dis, vous savez. Oui, ça existe la vérité. Oui, je enfin. ne suis que... Vous savez, j'ai fait une émission avec Doudou Ndoye, au moment où il était chargé de cette... grand spécialiste. On a fait 1 heure d'entretien ici, justement, oui. Grand il avait spécialiste recherché qui le édite domaine. tous les codes ici au Oui. Sénégal. Oui. Voilà, donc en effet, il est bien plus compétent que moi pour répondre à cette question. Oui. Mais en effet, les statistiques, malheureusement, ne mentionnent à ce jour que 20% de terres immatriculées. Je ne sais pas pourquoi c'est lent comme ça, d'ailleurs. Écoutez, je pense que ça se heurte parfois à des complications, des tracasseries administratives. Oui. Et puis, bon, le Sénégal est un pays aussi coutumier. Oui, Je pense c'est cela, qu'il ne oui. faut pas critiquer, hein, il Oui. faut respecter. Vous savez, moi, j'aurais Oui, tendance à dire que la France, elle n'a certainement pas de leçons à donner au Sénégal. Hein. Oui. Je veux dire, personne ne peut dire ce qui est mieux dans son pays et ce Oui. qui est mieux dans l'autre. Hein. Oui. Donc, moi, c'est d'ailleurs ma démarche, ça a été de dire, attention, on a une loi au Sénégal, arrêtons d'appliquer la loi française, parce que ça n'a pas de sens. Oui. Chaque loi doit être dotée donc d'un outil législatif national, et ceci pour tout le monde. Donc, s'il y a des difficultés, je ne pense pas qu'on puisse en vouloir aux populations, peut-être d'avoir des craintes par rapport aux habitudes qu'ils avaient. Je pense surtout aux populations, aux agriculteurs, quoi, Oui, paysannes. les hein. agriculteurs, ou Voilà, bien c'est ça. les villages traditionnels. Les villages aussi. traditionnels. C'est ça, oui. Comment empêcher ces personnes-là qui ont toujours vécu dans un système donc, fait par la loi de 1964 sur le domaine national, le président oui. Senghor, hein, Oui. qui ont toujours vécu dans cet esprit, Mhm. la terre n'appartient à personne, personne, et la propriété oui. de tous. Et tout d'un coup, on leur dit, ah, au nom de la modernité, on va tout immatriculer, Oui. on va essayer de réduire. Bien sûr que c'est du progrès, Oui. mais on ne peut pas non plus Oui. faire plus vite que la musique. Je veux dire, il faut laisser le temps aux mentalités d'évoluer et faire en sorte que justement l'accès à la connaissance puisse permettre aux gens peut-être de rayer ses peurs. Et peut-être que ce type d'émission, et je vous en remercie, permet de comprendre qu'il n'y a pas de danger dès lors que les personnes sont immatriculées. Si ces personnes-là désirent vendre leur terrain, ça sera une meilleure garantie pour eux. Oui. Et si elles sont expropriées, autre cas de figure, il appartiendra à l'État d'indemniser ces personnes-là. Oui. Voilà. Donc, normalement, il n'y a pas de peur à avoir, mais à une condition, Oui. c'est une justice faite dans des délais raisonnables. Oui. Il ne faut pas que la personne attende pendant des années de savoir à quelle sauce elle va être mangée. Hein. Oui. Ça, c'est sûr. Alors, une question que m'a suggéré un ami quand il a su que j'allais faire cette émission avec vous. Oui. Il me dit alors demandez à Maître Franck Zeytoun si l'État peut exproprier sans indemniser. C'est possible? Ça n'existe Et pourquoi? pas. Ça n'existe Ah, pas. ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas. Ah, non. Oui. Non. L'expropriation, Oui. par définition, Oui. repose sur un motif d'utilité publique. Il faut qu'il y ait un motif, un projet, etc. Oui. Oui. Et on doit verser une indemnité, Ah, forcément. parce que sinon, ça se heurte au principe qui est constitutionnel du droit de propriété. Oui. Eh oui. Le droit de propriété est dans la Constitution du Sénégal, mais aussi dans toutes les constitutions et même dans les traités internationaux. Oui. Et Spolier quelqu'un, Oui. c'est-à-dire lui prendre sa propriété Oui. sans l'indemniser, c'est Oui. une spoliation. Ce Oui. n'est pas possible. Et si ces gens étaient sur un terrain, sûrement, c'est apparemment ce qu'il a voulu dire, sur un terrain dont il n'avait pas les titres fonciers, dont voilà. On peut- C'est un problème de preuve qu'il appartiendra Ah oui. au juge de déterminer. C'est cela. Donc là, on n'est plus sur un problème d'indemnité d'éviction. Oui, oui. Se posera en amont le Oui. problème de l'identification du propriétaire. Oui. Alors bon, je suppose que, je ne connais pas ce cas, hein, bien sûr, hein, mais je suppose qu'une personne qui agirait en revendication d'une propriété
a des moyens de rapporter la preuve de l'existence de ce droit de propriété, je suppose. Hein. Oui. Mais attention, contrairement à la France, l'occupation pendant 30 ans d'un terrain ne confère pas la propriété. Ah oui. 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 En France, on peut prouver la propriété parce qu'on a occupé pendant des années. Oui. Au Sénégal, non, ça Oui. n'existe En pas. France, quand on occupe pendant 30 ans, vous dites, Ouais, ouais. on est propriétaire. Ouais, ouais, on peut, c'est une oui. action. Voilà, Ici, c'est c'est ça. pas le cas. Ici, ça n'existe pas. Ah oui. Ici, ça n'existe pas. Il faut vraiment des documents qui vont Oui. établir le droit de propriété. C'est cela. Voilà. Oui. Ça s'appelle la prescription acquisitive. Ah oui, c'est Ouais. cela. Alors, vous savez, il y a je pense, de nombreux litiges qui surviennent quand même récemment. Souvent, on voit dans la presse des gens qui achètent des terrains et puis on vient démolir ce qu'ils ont acheté. Alors, ça, je pense que parce que, si vous avez vu ce livre-là, et l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir votre opération, Oui. je pense qu'il y a quand même des précautions à prendre pour se prémunir dans la copropriété, et dans tout, quand on Oui. va être acquéreur. Oui, Quelles moi, sont ces précautions-là? si je devais donner un conseil à un acquéreur avant d'acheter en copropriété, Oui, bien sûr, c'est de demander le maximum de renseignements sur le programme dans lequel il va acheter au promoteur, mais aussi au notaire. Il y a des documents qui sont obligatoires. Parce que on ne peut pas acheter et sortir une somme importante, parfois à crédit, Oui. d'accord, avec un crédit, si par hasard il va y avoir donc une non-information de l'acquéreur. C'est la raison pour laquelle la loi sur la copropriété a prévu de mettre à la disposition de l'acquéreur au moment où il achète, j'en parlais tout à l'heure, le règlement de copropriété. Si le règlement de copropriété n'est pas annexé, vous avez le droit de refuser la vente. Hein. Le règlement de copropriété va contenir la description de tous les lots, les millièmes, oui. et si jamais vous êtes un acquéreur au bout de plusieurs années, en cas de revente, on doit même vous donner les assemblées qui vont vous permettre de connaître l'historique de la copropriété. Est-ce une copropriété en difficulté? Oui. Y a-t-il eu un vote récemment votant des gros travaux qui risquent d'être à votre charge? Y a-t-il des dépenses de ravalement? Y a-t-il la réfection de la toiture? Voilà. Et donc c'est ça qui est vraiment essentiel, c'est demander l'information préalable avant de signer. Ça vous permettra aussi de savoir si vous n'achetez pas dans un lotissement. Il y a beaucoup de contentieux pour savoir si on est en copropriété ou en lotissement. Oui. Ah aussi, hein, si vous achetez dans un lotissement, vous devez avoir en annexe non pas un règlement de copropriété, mais ce qu'on appelle le règlement du lotissement, ou le cahier des charges du lotissement. Et le mot lotissement doit apparaître. Alors la différence, elle est essentielle. Dans une copropriété, revenons à l'article 1 Oui. que nous avons vu, on est propriétaire de sa partie privative, Oui. donc son appartement ou sa villa, d'accord, et d'une quote-part de partie commune. En général, on l'a vu, hein, ça Oui. peut être les équipements communs, ou des allées, des terrains, des jardins, etc. Dans le lotissement, par contre, cette notion n'existe pas. Vous achetez votre lot privatif, Oui. votre villa, sur lequel vous achetez votre terrain également, d'accord, et les équipements communs, les allées également, enfin tout ce qui va être commun, il n'y a pas de quote-part de partie commune, ça n'existe pas. Donc c'est facile à identifier. Oui. Ça appartient au promoteur. Ça appartient au Au promoteur. départ, ça lui appartient. Lui, il ne vend que le terrain Oui. et vous propose pourquoi pas la construction. Oui. Vous êtes libre de choisir un autre constructeur parfois, mais Oui. alors ça appartient au promoteur dans un premier temps. C'est important de savoir donc Non, ça mais c'est appartient très aussi. important. S'il veut, il viabilise, s'il veut, il ne fait pas. Exactement. Il n'y a pas de route. Que fait le promoteur? Oui. Une fois qu'il a obtenu son autorisation de Oui. lotissement de la part de l'administration, Oui. il a l'obligation de céder non à un organe qui va s'appeler l'association syndicale libre, l'association des propriétaires, Oui. ça s'appelle des colotis. Oui. Il a l'obligation de leur céder les parties communes. Oui. Donc, Ah oui. et c'est cette association qui va gérer les équipements communs. C'est comme ça qu'on arrive à distinguer les Oui. deux. C'est cela. Vous êtes en indivision Oui. sur les équipements et les parties communes, tandis que dans une copropriété, vous avez une quote-part sur les parties communes exprimée en millième. Oui. Voilà. Alors, ça veut dire que quand on va acheter une maison en copropriété ou en lotissement, se renseigner, ne pas seulement voir ces belles annonces qu'on voit à la télévision, dans les journaux, partout. Non, il faut Ouais. peut-être même prendre la tâche de quelqu'un qui connaît la matière. Oui, oui, il faut vraiment ne pas hésiter Oui, à aller voir les personnes qui habitent dans le lotissement ou la copropriété Oui. pour savoir quel est leur vécu. Oui.
Est-ce que ça se passe bien? Êtes-vous heureux? Est-ce que c'est bien géré? Que pensez-vous du syndic? Voilà, je pense que c'est un bon début, quoi. On a souvent beaucoup d'informations en allant parler avec les gens. Mais quand... Et puis le notaire, ou pourquoi pas un autre notaire, pas Oui. seulement un seul notaire, Oui. pour la partie plus juridique, parce que on peut vous reprocher à l'acquéreur, hein, par exemple, d'avoir été un petit peu léger et de ne pas avoir fait preuve de discernement avant son acquisition, si jamais il reproche quelque chose, alors qu'il avait tout à sa disposition, que cette personne ne l'a pas lu. Oui, vous dites demander aux gens qui habitaient, mais si c'est tout neuf, personne n'habite, c'est là où je dis il faut peut-être prendre la tâche d'un juriste, quelqu'un qui connaît la matière. Alors là, ne oui. pas aller connu comme ça. Oui, mais Savoir ce qu'on achète. alors là, le juriste ne peut pas faire des miracles non plus, quoi. Oui. C'est-à-dire, si vous montrez à un Oui, il faut lui juriste dire un la projet loi. de contrat, il va Oui. dire le contrat me paraît conforme à la loi Oui. ou non conforme. Mais il ne pourra pas vous dire, si vous êtes un premier acquéreur dans un programme, si ça va marcher ou si... Vous voyez, il y a une part d'inconnu, et là, je pense que c'est plus la réputation du promoteur. Il faut se renseigner. A-t-il déjà fait d'autres réalisations? Est-ce que ça s'est bien passé? Vous voyez, vous renseignez. Oui. Voilà. Et Oui. Ne pas c'est jeter à la légère. Vous surtout déconseillez. pas, Oui. ça peut devenir un rêve peut devenir un cauchemar. Vous pouvez finir endetté Oui. dans une copropriété qui va s'arrêter au bout de 4 ventes. Et vous serez obligé de payer des charges malgré tout, et même si vous n'avez aucune utilité. Hein. Et si par hasard, admettons, il y a des malfaçons, et que vous avez acheté dans une copropriété sans exiger l'assurance du promoteur, l'assurance décennale qui est obligatoire depuis 2009 dans le Code de la construction auquel j'ai participé, Oui. là aussi vous courez des risques. Aujourd'hui tout va bien. Il y a eu un énorme travail de fait par le législateur au Sénégal, Oui. car quand vous achetez dans un programme, sachez-le, hein, qu'aujourd'hui l'assurance décennale est obligatoire. Oui. Donc c'est une garantie de 10 ans. Oui. Voilà. N'empêche que, comme vous le disiez, avec les syndics, dans ce domaine, il y a encore quelques escrocs, excusez-moi, parce que donc les gens doivent être outillés, informés, parce que tout le monde rêve, évidemment, d'avoir son toit. Oui. Donc savoir ce qu'on achète, c'est important. Oui. Parce que souvent, on s'endette, on économise, on met des... Oui. Oui. Alors là aussi, si vous achetez en copropriété, n'hésitez pas à interroger en effet les personnes pour savoir ce qu'ils pensent de leur syndic. Et faites-vous surtout communiquer les assemblées. Vous avez tout à fait le droit de demander aux vendeurs avec qui vous êtes en négociation de vous montrer tous ces documents avant de prendre votre décision. Alors moi, le conseil pratique que j'aurais à donner, c'est combien de charges payez-vous par an? Oui. Est-ce que c'est fixe? Est-ce qu'il y a beaucoup de fantaisie? Est-ce que le budget qui est voté chaque année est respecté? Ou au contraire, est-ce que le syndic prend beaucoup de liberté? Il y a d'énormes dépassements. Est-ce que la trésorerie est saine? Y a-t-il régulièrement de l'argent sur le compte? Ou est-ce qu'au contraire, tout le temps, on vous sollicite pour renflouer le compte bancaire de la copropriété? Y a-t-il des procédures en cours qui vont générer inévitablement des frais d'avocat, d'huissier, etc. Voilà. C'est ce genre de renseignements que vous aurez en lisant les PV d'assemblée qui vous permettront de savoir où vous mettez les pieds. Oui. Oui. Voilà. Oui. Alors il y a autre chose aussi sur quoi je voudrais mettre, Frank Zeitoun, avoir votre... Alors, par exemple, un propriétaire non occupant qui... D'ailleurs, oui. Oui, et qui loue. Alors, il peut arriver aussi qu'il se désintéresse de ce qui se passe là, Oui. parce qu'il n'y habite pas. Oui. Il s'en fout, comme on dit, excusez-moi. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Et alors, donc, ça peut créer des inconvénients pour les autres. Bien sûr. Alors déjà, bon, ça peut causer deux inconvénients majeurs. Oui. S'il a un locataire Oui. déclaré, bon, Oui. quelqu'un qui a un bail, ça peut aller, parce qu'on peut lui faire une procédure en paiement de ses charges, s'il se désintéresse totalement et qu'il ne paye plus ses charges, et aller saisir les loyers, à partir de la décision de justice que vous aurez obtenue. Attention, il faut un titre exécutoire. Par contre, s'il fait des locations en changeant très souvent de locataire, vous voyez, Oui. par exemple ce qu'on appelle les locations saisonnières, ou juste le week-end, là, à partir de là, ça va être compliqué parce qu'on ne pourra pas identifier le locataire. Mais il existe d'autres moyens de contraindre un copropriétaire qui se désintéresse donc, de ses obligations. Ça peut être aussi la saisie de tous ses meubles. Et là, ça va être difficile de louer dans une maison qui est vide. A priori, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc, on en revient aux procédures que je vous disais. Maintenant, si c'est d'autres types de violations du règlement de copropriété,
Par exemple, un copropriétaire qui laisse sa maison non entretenue, en déshérence. Oui. J'ai eu le cas de quelqu'un qui voulait démolir la maison existante Oui. dans une résidence horizontale Oui. pour faire une plus grande maison. Mais la maison était tellement grande que finalement, les copropriétaires n'ont pas accepté parce que ça ne respectait pas l'harmonie Oui. de l'ensemble de la résidence. Ça n'avait plus rien à voir. Oui. Bon. Il était tellement dégoûté, ce monsieur, qui était sympa à part ça, qu'il n'a jamais reconstruit une maison sur ce terrain qui donc était devenu un terrain nu. Et il a laissé les broussailles s'accumuler, les rats sont apparus. Voilà, donc vous imaginez un petit peu donc, la situation. Vous vous retrouvez dans une copropriété avec une espèce de terrain abandonné au milieu de la résidence. Là aussi, vous voyez, la justice peut ordonner en référé, puisqu'on est obligé de reconstruire, peut ordonner en référé des mesures. Au moins débroussailler le terrain, ça peut être dangereux, c'est un incendie, etc. Oui. Car le juge des référés peut intervenir à tout moment à la requête donc, du syndic de copropriété qui représente le syndicat pour mettre un terme à un trouble manifestement illicite. Ou, dit le Code de procédure civile, afin de prévenir un dommage imminent. Donc vous pouvez même le faire avant même qu'il y ait une catastrophe. Voilà. Donc il y a quand même des mesures assez efficaces, mais là aussi, comme vous le disiez, il faut aller consulter un professionnel. Donc finalement, Maître, nous arrivons à la fin de cette émission-là. Alors, donc ce livre, l'économie de ce qu'on dit, c'est évidemment, on peut considérer qu'on va aller de plus en plus vers la copropriété et qu'il faut y aller en connaissance de cause, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des droits, vous dites c'est une sorte de village, j'aime bien l'image, oui, on vit comme dans un village, donc il faut s'organiser, donc il faut être bon habitant. C'est ça. Et les récalcitrants ou bien les mauvais, ceux qui ne sont pas bons habitants, il y a des moyens de les contrer, de les ramener dans le droit chemin, mais qu'il faut connaître. Oui, bien sûr, des actions en justice qui sont prévues, à défaut pour le syndic d'avoir réussi lui-même par le dialogue, un peu comme un chef de village, par le dialogue d'arriver à raisonner le copropriétaire récalcitrant. Tout le monde n'est pas récalcitrant, il y a des personnes qui comprennent, mais à défaut, en effet, il faut ensuite transmettre à un avocat. Oui. Et puis vos livres que vous avez écrits sur la question, le guide pratique de la copropriété au Sénégal, qui va de plus en plus se développer d'ailleurs, il faut le dire. Et puis, on le voit, Dakar, évidemment, on le voit, ne sera plus la seule grande ville au Sénégal. Il y a des nouvelles villes qui se développent et forcément avec un développement de la copropriété. Voilà. Et puis le second livre, le droit immobilier au Sénégal, foncier, vente, location et construction, ce qui est important et l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir votre opération. Donc vraiment, ces livres, ils sont destinés, quand on voit l'intitulé, aussi bien à des gens, aux communs des mortels, aussi bien qu'aux gens, qu'aux professionnels du droit aussi. Tout à fait. N'importe qui peut lire ce livre. Je me suis efforcé, j'espère que j'y suis arrivé, d'employer des termes simples et qui ne sont pas réservés en effet qu'aux avocats, qu'aux juges ou qu'aux notaires. C'est quelque chose qui est accessible à mon sens pour n'importe quelle personne concernée par ces matières. Oui. Savoir ce qu'est la copropriété, savoir comment y être, comment y accéder et de la meilleure manière possible d'accéder à cette copropriété. Exactement. Voilà. Je vous remercie, Maître, d'être venu pendant aussi. environ 1 heure nous parler donc du guide pratique de la copropriété au Sénégal et du droit immobilier. Je rappelle que vous êtes avocat, vous êtes passionné de copropriété, n'est-ce pas? Vous êtes franco-sénégalais et vous êtes inscrit au barreau de Versailles. Exactement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Quant à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour notre émission L'Entretien. Merci pour votre fidélité. Au revoir.